Quel exploit. Quel exploit. Historique. C'est historique de la part du Maroc. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est dans la miniature, c'est dans le titre. On va parler de l'exploit incroyable, historique du Maroc hier en huitième de finale face à l'Espagne, qui se qualifie en quart pour la première fois de son histoire. Donc c'était la deuxième fois depuis 86 que le Maroc n'était pas qualifié au second tour. Et là, ils se qualifient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller te chercher, ils vont aller te taper l'Espagne au bout du bout. On va parler tranquillement de ce match-là, mes appréhensions, de comment je voyais le match, comment ça s'est déroulé et faire nos analyses après, nos conclusions. Voilà. Et ben, c'est parti. Alors, justement, le Maroc, ils ont été impressionnants. Donc, le Maroc ont été très bons, le Maroc ont été très forts. Le Maroc ont réussi à contrecarrer cette équipe d'Espagne. C'est vrai que quand on voit ça comme ça, quand vous avez vu le match, vous vous dites, mais attendez quand même, l'équipe d'Espagne a dominé, l'équipe d'Espagne a eu plus le ballon, l'équipe d'Espagne a fait plus de 1000 passes, a eu plus d'occasions, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, dans l'appréhension du match, de comment j'analysais le match, j'avais mis sur mes stories Instagram, moi je voyais, parce que quand tu vois le parcours des deux équipes, le Maroc était, depuis ces matchs-là, était une équipe solide, qui pouvait faire mal en transition, et qui mettait beaucoup d'intensité au milieu de terrain. On l'a vu face à la Belgique où il rentre dedans dans un milieu de terrain, dans une équipe un peu vieillotte. Du coup, le Maroc a joué exactement ce qu'il fallait, jouer sur l'intensité physique, jouer sur le combat et a réussi à s'en sortir. On a vu aussi face au Canada, bon après ils ont déroulé, le Canada jouait plus rien et le Maroc a été serein. On a vu face à la Croatie une équipe qui était très combative. Et ils arrivaient face à une équipe d'Espagne qui était impressionnante lors de son premier match, mais on a commencé à voir ses limites à partir de la fin du deuxième match, où c'est très impressionnant, où ça fait des redoublements de passes, où il y a beaucoup de créations qui se créent, création d'action, pardon. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'occasions qui se créent, mais en finalité, c'est pas assez clutch. C'est pas assez clutch et on pouvait se dire que c'est une très belle machine, c'est très beau, c'est propre, mais s'il y a un grain de sable et qu'elle s'enraye ou qu'il y a un doute qui doit être mis à un moment donné, cette équipe-là peut couler. C'est ce qu'on a vu face au Japon. Face au Japon, ils ont pris le match, ils sont rentrés dans le match en chausson, et ils n'ont pas assuré, ils se prennent 2 buts. Ils mènent 1-0 tranquillement, ils se prennent 2 buts éclairs et après ils n'arrivent plus à réagir. Et ça va être la baballe, on va jouer à handball, voilà, on va partir d'un côté à l'autre, des passes, redoublement de passes, technique, mais il n'y a pas d'occasion qui se crée et tu perds. Là, tu vas affronter une équipe du Maroc qui, moi je l'avais dit, ne devait pas théoriquement être facile à jouer pour l'équipe d'Espagne. Même si sur le papier, c'est une équipe qui est bien plus forte. Techniquement, tactiquement, même dans la dynamique dans laquelle elle était, individuellement, je pense que même avec la plus grande mauvaise foi du monde, on va le reconnaître, et c'est ce qui justement va rendre l'exploit du Maroc encore plus grand, c'est que cette équipe espagnole, elle était terrifiante, entre guillemets. Sauf que, comme on l'a dit pour certains points, sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à être clutch en fin de match, ou quand ils étaient un petit peu enrayés, ça pouvait donner des espoirs aux Marocains. Et c'est comme ça que moi je voyais le match pour le Maroc, c'est d'être solide, d'être costaud, de résister. Peut-être qu'ils ont moins fait le jeu que ce qu'on attendait, mais de permettre justement à cette équipe marocaine de gagner en confiance et d'enliser le match. De pousser justement ces Espagnols-là, qui sont très bons techniquement, qui sont très bons à avoir joué, de les faire douter. De les faire douter, de leur permettre justement de caricaturer leur football. C'est pas vraiment permettre, mais on va dire de les pousser plutôt à caricaturer leur football. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont enlisé le match, ils ont eu des occasions, ils ont eu très chaud à un moment donné. L'Espagne, je pense qu'a été outrageusement dominante sur le terrain d'un point de vue redoublement de passes, d'intensité. On voyait des joueurs marocains complètement cramés. Ils ont eu beaucoup de blessés, etc. Même des joueurs blessés. Donc, shout-out à Romain Saïs, à l'image d'un Bel Lamri, en Coupe d'Afrique 2019, qui sortait blessé, qui ne devait pas continuer, mais qui a continué à combattre. Là, Saïs a fait la même chose en huitième de finale de Coupe du Monde. Donc, un grand shout-out à lui aussi. Donc, vraiment, l'exemple même du leadership, gros capitaine. Donc, à ce moment-là, ils ont mené ce match-là sur ce terrain-là. C'était risqué parce que, si une équipe espagnole qui finalement ça a marché parce qu'ils ont douté, parce qu'ils ont commencé à faire tourner, le Maroc a eu quelques munitions, notamment avec l'attaquant le numéro 11, non pas le numéro 11, le numéro 21 il me semble, Chedera, voilà, qui a raté quelques occasions nettes, et surtout en fin de prolongation. C'était un plan de jeu très risqué. Ils n'ont pas fait le jeu, ils ne sont pas venus en tant que protagonistes du jeu. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu le faire ou est-ce qu'ils n'ont pas pu le faire? Ça, c'est quand on veut avoir une réaction neutre. Quand on est marocain, on s'en fout. La qualification, vous l'avez, et c'est top à ce niveau-là. Par contre, si on essaie d'être un peu neutre, moi je trouve que ce plan de jeu, il a un peu de limites. Parce que, mais en fait, les limites, est-ce qu'elles ont été mises par Walid Regragui, ou est-ce que c'est les limites des joueurs, ou est-ce que c'est les limites justement du système de jeu de l'Espagne ou de la façon de jouer de l'Espagne?
Parce qu'on a vu des Marocains être solides, être combatifs, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ils ont essayé d'attaquer sur des longs ballons, ils ont essayé de les prendre dans le dos, etc. Sauf que la gestion de la profondeur de la défense espagnole était très très bonne, notamment grâce à Rodri et Laporte. Rodri et Laporte ont fait un très très bon travail de la gestion de la profondeur. Youssef N'Siri n'a presque pas eu de ballon. Les quelques rares incursions offensives marocaines. Au début, ça va, il y a eu un peu de bouillon. C'était de la part de Boufal qui a fait un travail magnifique sur Llorente. Ça, on en parlera après, hein, des choix de Luis Enrique, un mettre Llorente là-bas. Donc moi, je veux bien que tu dises, bah, je veux mettre Llorente parce qu'il est un peu plus rapide, il est un peu plus rugueux, il est un peu plus physique qu'un joueur comme Carvajal qui est peut-être un peu sur la fin face à un Boufal qui est virevoltant. Donc on va le mettre pour essayer de le bloquer, sauf que bah, c'est pas un spécialiste du poste. Et défenseur, ce n'est pas juste comme des stats sur FIFA. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons à Luis Enrique, mais un spécialiste du poste, peut-être, je sais pas, mais c'était un peu compliqué parce qu'un spécialiste du poste peut-être saurait mieux défendre. Comment emmener le défenseur, comment le bloquer sur un côté. Quand tu es milieu de terrain, c'est pas évident. Tu as plus l'habitude d'avoir le jeu face à toi, de progresser. Là, il y a beaucoup de positions arrêtées. Tu dois attendre que le joueur soit explosif. Et on voit Boufal justement lui mettre la misère. Ce gars-là joue à Angers, très bon techniquement, mais ça joue à Angers. Tu es censé jouer à l'Atlético de Madrid et tu te prends des dribbles comme ça. Donc c'est super prestation de la part de Boufal. Moi j'ai crié sur son crochet où il l'envoie complètement dans le vent. Mais c'était une défaillance aussi individuelle à ce niveau-là. Mais bon, ça c'était pour souligner les rares incursions marocaines au début. Il y a eu un coup de pied arrêté, donc une tête de Naïf Aguerd, mais sommairement c'était les seules actions sur lesquelles les Maroc pouvaient marquer. Par contre, de l'autre côté, vous aviez une équipe d'Espagne qui a mis un torrent dès le début. Confiscation de la balle, beaucoup de passes, beaucoup de création d'occasion, des ballons qui m'ont étonné au-dessus de la défense marocaine, parce qu'on avait un Hakimi, un Mazraoui qui essayait d'aller chercher un petit peu haut les ailiers, ils prenaient des ballons au-dessus, parce que vous aviez un Dani Olmo qui rentrait au milieu de terrain, et après vous avez un Jordi Alba qui allait derrière Hakimi pour demander des balles et pour pouvoir servir. Un peu à l'époque, un peu Barça, entre toute proportion gardée, entre Messi et Jordi Alba. De l'autre côté, vous aviez un Ferran Torres qui percutait énormément. Donc, et vous avez une défense marocaine qui était un peu en difficulté, mais qui a su résister. Et aussi un très grand Yacine Bounou qui fait un arrêt incroyable au début de match. Je ne sais plus si c'est sur Asensio ou est-ce que c'est sur Dani Olmo qui fait un arrêt incroyable alors que le but est quasiment vide. Mais le Maroc avait souffert à ce niveau-là. On avait un Gavi virevoltant. Bon, bah lui, quelle Coupe du Monde il nous a fait. Il s'arrête qu'en 8ème, c'est triste. C'est triste de voir, en tant qu'amateur du football, de voir un milieu de terrain s'arrêter en 8ème de finale aussi fort. 18 ans, il vient d'avoir son Golden Ball, il vient d'avoir 18 ans. Le gars, il faut se rendre compte qu'en 2018, il avait 14 ans. Il n'avait pas le droit de jouer. Voilà. Et ce gars-là, maintenant, bah, il fait des prestations comme ça. Et c'est un peu comme ça que dans le match que ça s'est déroulé. Les Espagnols ont commencé à redoubler leurs passes, à avoir quelques occasions, mais ils commençaient à fatiguer aussi parce que ils mettaient aussi beaucoup d'intensité. Les Marocains ont résisté, ils sont allés au mental. Et ils ont enlisé le match, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et on voit une équipe espagnole qui commence à douter, qui commence à balbutier son football, à caricaturer son football. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a quoi après? Les tirs au but fatalement. Et à ce moment-là, tu pries. À ce moment-là, tu pries. Tu pries déjà d'avoir un peu de réussite, mais tu pries aussi que tes joueurs soient au top. C'est ce qui s'est passé d'un côté et pas de l'autre. Les joueurs marocains ont magnifiquement transformé leur penalty. Et le joueur et le gardien, le portier marocain. Yacine Bounou a fait le match de sa vie, je pense. Déjà qu'il les sauve pendant la rencontre. Et là, il t'arrête deux pénaltys. Sur le pénalty raté de Sarabia, il part super bien. C'est-à-dire que même si elle est un peu plus décalée vers l'intérieur, je pense qu'il la sort encore. Et à côté, vous avez des tireurs espagnols qui ont été en dessous de tout. Pourtant, c'est des tireurs expérimentés. Carlos Soler, tireur de pénalty attitré à Valence. Busquets, capitaine et expérience quand même. C'est-à-dire que expérience et fort mental, et Pablo Sarabia aussi qui était un très bon tireur de pénalty et de coups de pied arrêtés en général. Et là, ils se foirent tous les trois. C'est décevant pour l'Espagne, mais c'est très bien pour cette équipe du Maroc qui, en termes d'analyse neutre maintenant footballistique, en termes d'analyse neutre footballistique, c'est vrai que c'est une façon de gagner entre guillemets qui est pas très entre guillemets très jolie. C'est ce qui a un petit peu provoqué quelques réactions du côté espagnol, où on avait par exemple Rodri qui a dit ils ont absolument rien fait, ils ont rien tenté contre nous, on les a outrageusement dominés. Peut-être, c'est vrai, il y a eu une domination espagnole, mais c'est votre faute si vous n'avez pas su la concrétiser. Eux, ils ont joué avec leurs armes. Ils savaient très bien qu'ils étaient inférieurs. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, quand on est lucide, hein, encore une fois, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas
les prétentions d'aller gagner facilement ou d'aller dominer comme ce qu'ils ont peut-être pu faire face à une équipe comme la Belgique. Ils le savaient. C'est-à-dire que même le match a été emmené de cette façon-là. Ils ont joué sur leur force, c'était un pari, et c'est là où j'ai envie de rebondir sur quelque chose, c'est que, est-ce que c'était un plan de jeu justement de résister à ce point-là face à cette équipe d'Espagne qui t'imposait des torrents, de ne pas essayer de proposer autre chose malgré les bons joueurs que tu as, hein. On pense à Kim Ziyech, Hakimi, Mazraoui, Boufal, même au milieu de terrain, un gars comme Unai, une série qui est très bon, quand même, c'est un attaquant référencé de Liga. Donc à ce moment-là, est-ce que tu n'aurais pas pu proposer plus? Est-ce que ce système de jeu minimaliste, même si c'est ce qu'il fallait faire, hein. On a vu la Russie en 2018, c'est ce qu'elle a fait, l'Italie, c'est ce qu'elle a fait en 2021, et c'est ce que le Maroc a réussi à faire en 2022. Résultat, les équipes espagnoles, elles perdent à chaque fois au tir au but, elles sont pas clutch, elles dominent, elles sont pas clutch, elles perdent au tir au but. C'est tout. Alors j'ai répété ce mot beaucoup de fois, mais clutch, ça veut dire décisif. Voilà. Quelqu'un qui va jouer, qui va marquer en fin de match, qui va marquer dans les beaux moments. Si tu as une seule munition dans le match et que tu réussis à la mettre, exemple typique, Cristiano Ronaldo est un joueur clutch. Voilà, c'est ça, clutch. Donc, c'est vrai que quand on voit d'un point de vue neutre, parce que j'ai entendu des critiques comme ça, même à la radio, j'ai entendu oui, mais si l'Espagne marque un but dès la 15e minute, le plan de jeu marocain part complètement en l'air en fait. Oui, c'est vrai, mais c'est des risques. Quand tu es une équipe qui n'a plus rien à perdre, quand tu es une équipe qui est venue pour se donner, pour marquer son histoire, pour marquer l'histoire du pays, pour marquer l'histoire du continent, marquer l'histoire des pays musulmans comme ils l'ont dit eux-mêmes à la fin, donc moi je reprends leur déclaration, à ce moment-là, bah oui, tu tentes le tout pour le tout. Et si il faut un but de raccro pour passer, il faut passer. Je comprends la frustration des Espagnols en fait. Bien sûr, quand tu es élevé au beau jeu, quand tu es à ce point supérieur techniquement. Oui, sauf que c'est ta faute, fallait concrétiser. Fallait concrétiser. Tu l'as pas été. Et tu as eu les spots. Tu as eu les spots. D'autres critiques viendront sur Luis Enrique. Est-ce qu'il a fait la meilleure liste? Est-ce qu'il fallait peut-être pas prendre un numéro 9 de métier, pas uniquement Morata, qui certes se déplace bien dans l'espace, mais qui ne finit pas les actions? Fallait peut-être prendre un Iago Aspas, fallait peut-être prendre un Borja Iglesias. Pourquoi pas? Un Moreno de Villarreal. Fallait peut-être penser à des joueurs comme ça qui auraient peut-être pu, en fin de match, sur la qualité de centre des Espagnols, mettre une tête, être présent, être combatif. Fallait peut-être penser à quelque chose comme ça. Mais c'est trop tard. Là, encore une fois, félicitations au Maroc. Mérité. Là, j'essaie de faire une analyse un peu neutre, un peu posée. C'est pour ça que si ça peut déranger quand j'ai dit que c'était pas la plus belle façon de gagner, que ce plan-là, c'était énormément risqué. C'est une question neutre. Bien sûr qu'on est très content. J'affiche mon parti pris clairement en tant qu'Algérien. Moi, j'étais très content pour le Maroc. Il y a eu beaucoup de bisbilles, d'inimitié là. Moi, je tiens, c'est ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne d'expression, il faut le dire. Ça, c'est des conneries en fait. C'est entre deux peuples qui sont ensemble. Enfin, j'irai pas jusqu'à utiliser le mot frère, même si ça serait pas galvaudé en fait. C'est des peuples qui se ressemblent, qui ont la même culture, qui ont la même religion, qui ont la même apparence, qui ont les mêmes traditions. Et qui sont séparés juste pour des querelles qui les dépassent ou des querelles d'un autre temps. C'est juste des personnes qui... Moi, je suis algérien, je viens d'Algérie et faut le dire clairement, le dire, il n'y a pas eu de En fait, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment. Donc, quand il n'y a pas de dialogue, on reste sur nos a priori, etc. Et moi, j'ai appris à les connaître et ça a été une très très agréable surprise. Et ce qui est encore bien, ce qui était encore vraiment meilleur plutôt, c'est que le football a permis ce rapprochement. Parce que pendant longtemps, il y avait ce genre de rancune et d'inimitié qui servait à rien. Sauf que quand l'Algérie a gagné, quand l'Algérie a fait un match incroyable en 2014 face à l'Allemagne, les Marocains ont supporté. Quand l'Algérie fait son run incroyable déjà à la Coupe d'Afrique, quand il la gagne, les Marocains ont supporté. On a vu les images. L'Algérie a toujours été un contender intéressant pour la Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu de dénigration sur ce côté-là. Je parle de la masse, bien sûr, il y a toujours des petits troublions. Il y en a des deux côtés. Il faut être totalement objectif. Et à ce moment-là, c'est leur tour de briller. Je suis très content. Et pour tous les supporters algériens qui vont être un petit peu... il y a cette petite rivalité sportive en mode ils sont partis plus loin que nous. On était tous les deux en 8e finale. Donc on restait sur le gros match d'une équipe africano-mondiale. C'était nous en vrai. Entre guillemets, j'ai entendu beaucoup de ça. En fait, faut virer ça de sa tête. Chacun a son tour de briller. Nous, on a eu quand même très très belle période. Entre 2019 et 2022, ça a été incroyable. On n'est pas parti en Coupe du Monde. Comme on dit en Algérie ou comme on dit dans tout le Maghreb en général, c'est le mektoub. Hein. En France aussi, vous comprenez cette expression, c'est le mektoub. On n'est pas passé. Il y aura d'autres occasions et ça sera à l'Algérie de faire mieux en 2026 et pourquoi pas le Maroc de faire mieux en 2026 et en 2030, etc. Et que le football africain augmente. Parce que par ce genre de prestations, et là je vais conclure par ça, comme j'avais dit au début de vidéo, on va parler de ce que le Maroc a apporté aussi de cette prestation-là, au même titre que toutes les autres,
au football africain, c'est qu'il y a un véritable renouveau, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience et une montée en force des nations africaines. Déjà, commencer à sélectionner des entraîneurs nationaux, des entraîneurs locaux, entre guillemets. Donc chaque équipe a un entraîneur de sa nationalité. C'est la première fois que 5 équipes africaines y vont avec 5 entraîneurs de leur pays. Déjà, c'est à féliciter. Et des belles prestations. Cette année, le Maroc est incroyable et c'est vraiment le vent de fraîcheur dans ce mondial-là. Et il passe en quart de finale. Vous avez le Sénégal qui, même sans Sadio Mané, réussit à faire une Coupe du Monde qui est correcte. Ils peuvent avoir des déceptions, mais c'est correct. Même avant ça, l'Algérie, le run qu'elle fait en ayant 35 matchs sans défaite, ça donc être dans le podium des plus grandes séries avec vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez l'Argentine, après vous avez l'Algérie. Donc c'est un pays africain. Donc vous aviez les exploits aussi du Nigeria qui était régulièrement en Coupe du Monde, qui se battait. Le Maroc, la dernière fois, même s'ils passent pas, mais ils embêtent salement cette équipe d'Espagne et salement cette équipe portugaise. Donc le football africain commence à justement s'imposer un peu plus, à être des candidats pour plus que l'équipe qui vient en phase de poule et qui se fait sortir. On pourrait dire ça aussi des nations asiatiques, mais ça, c'est un autre sujet. Donc les nations africaines qui sont en train de monter, oui, on ne va pas oublier la prestation de la Tunisie face à la France. Donc toutes ces petites choses-là font croire que le football africain est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus d'exportation, entre guillemets, des joueurs locaux à l'international. C'est en train de jouer de plus en plus, de mieux se former, de mieux d'être confronté au niveau international. Et c'est tout bénef pour le continent. Et là, en 2026, avec les 9 pays qui vont aller à la Coupe du Monde, parce que normalement, la Coupe du Monde accueillera plus de pays, donc pour une fois, il y aura 9 pays africains. À ce moment-là, on pourrait voir aussi une équipe africaine encore aller plus loin et pourquoi pas créer l'exploit. Parce que c'est logique, une équipe africaine gagnera un jour le mondial. Une équipe africaine gagnera un jour le mondial et moi je l'espère. J'espère que ce sera l'Algérie bien sûr, mais n'importe quelle autre équipe africaine, on sera tout à fait content parce que c'est le respect qu'on va donner à nos nations-là. Voilà. Et qu'on réussisse à comprendre que quand on joue, quand le Maroc joue contre l'Algérie, contre la Tunisie, contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, n'importe qui joue en Coupe du Monde, encore plus que les autres nations, ils représentent leur continent. Parce que leur continent est un petit peu sous-coté, un petit peu moins vu, un petit peu peut-être même dégradé, mais on a des visions un petit peu hautaines sur le continent et sur le football. Football du continent, et c'est très intéressant de voir que c'est en train d'évoluer et que ces avis-là et que ces stéréotypes-là, ils sont en train d'être cassés. Donc, encore une fois, félicitations au Maroc. Régalez-vous face au Portugal parce que là, il n'y a rien à perdre. On a vu un Portugal incroyable, on avait un Portugal outstanding là, sans Cristiano Ronaldo. Donc maintenant, c'est aux Marocains de tenter le tout pour le tout, d'y jouer, d'y croire et de croire en l'exploit. Allez, encore une fois, félicitations aux Marocains. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Peut-être vos avis à des amis marocains ou même des amis algériens ou des amis de n'importe quelle nationalité qui aiment le football africain. Donc, s'ils pourraient donner leurs avis, incitez-les à me suivre. Il y aura d'autres vidéos sur eux ou sur n'importe quelle nation. Donc, voilà. Soutenez, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez continuer à voir mes débriefs, mettez aussi la cloche. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo.